Bonjour, monsieur le porte-parole. Je suis Étienne Atta du journal L'Héritage. Je reviens sur la grève des enseignants qui a pris une proportion inquiétante. Comment analysez-vous la manière dont le gouvernement a géré cette grève? Et si c'était le PDCRDA, comment aurez-vous réagi? Merci. Merci. JB Kouadio pour le Nouveau Réveil. Vous avez deux de vos cadres qui sont allés au RADP, on l'a évoqué, ce qui est déplorable. Le président du groupe alimentaire est là. Il avait été annoncé un convoi d'élus du RHDP qui était en route pour le PDCI. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Bonjour, monsieur le porte-parole. Moussa Kamara, journaliste à la Presse. Vous avez dit tout à l'heure que l'agriculture est mal gérée, alors que le gouvernement annonce une mise en place d'un autre PNIA pour venir pour venir renforcer les deux autres qui existent déjà. L'objectif, c'est de permettre aux agriculteurs, disons aux paysans, de vivre décemment de leur production. En tant que spécialiste en agriculture, pensez-vous véritablement qu'une mise en place d'un autre PNIA peut permettre à nos agriculteurs de vivre décemment de leur production? Merci. Merci, messieurs les journalistes. Nous allons laisser le porte-parole répondre à cette liste de questions et pendant ce temps, nous allons élaborer la dernière liste de questions. Merci beaucoup pour les enseignants, comment on va gérer. D'abord, vous voyez, je l'ai dit, c'est un corps difficile, un corps de sacerdoce. Si vous saviez, vous aviez une image de ce qu'était mon village pendant que j'étais jeune à l'école primaire, vous allez porter les enseignants sur vos têtes. Et c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis et de tous ceux qui sont là. Mon village Ndakoro était considéré comme un village déshérité. On ne voyait une voiture qu'une fois tous les 2 jours. Quelquefois même une semaine quand la voiture est en panne. Le jour où j'allais à l'entrée en 6e, en tant que c'est un enseignant qu'on le directeur a décidé pour nous accompagner. Nous avons mis toute la journée parce qu'il n'avait plus au mois de juin, mai-juin. Et on est arrivé quelque part, la voiture ne pouvait pas passer, on nous a descendu. Chacun avait son petit sac sur la tête. L'eau était à mon cou ici. Ce sont les enseignants qui nous tiraient un à un pour traverser l'eau. Afin que nous puissions être là-bas. On passait l'entrée en 6e le 25 mai, les dernières semaines de mai, et puis le CEP au mois de juin. C'était 2. Un monsieur comme ça, qui a fait des hauts cadres. Ils avaient combien? 45 000 francs, 80 000 francs par mois. C'est pourquoi en 1974-75, le président Foubayi a présidé ce qu'on appelle le décrochage des enseignants. Pour permettre aux cadres d'aller là-bas, du primaire jusqu'au supérieur. Et ça a attiré beaucoup de gens là-bas. Malgré cela, aujourd'hui, quand on parle de cherté de la vie, ça touche aussi aux enseignants. Quand on parle de transport, ça touche les enseignants. Les enseignants ont besoin de scolariser leurs enfants aussi. Un enseignant n'a pas la gratuité de tout de son enfant particulièrement. C'est pourquoi quand il revendique quelque chose, la moindre des choses, je l'ai dit ici, on devait aller au dialogue. J'ai dit qu'il fallait aller au dialogue. Mon intervention est passée sur la toile. Mais qu'est-ce qu'on a répondu aux enseignants? En fait, de quoi il s'agit? On leur a dit, on va vous donner, on veut une prime. On fait une réunion, on met un comité supérieur. Après, on dit, bon, comme on n'a pas les arguments, on va mettre un comité des experts. Et jusqu'au 27 février, nous allons vous donner ces réunions pour faire le point. Donc, rien n'a été fait. Les enseignants voulaient se réunir à la cathédrale, on allait les gazer. Est-ce que c'est moi qui ai dit à madame le ministre d'État de dire que le lundi, s'il n'y a pas de gens à l'école, tous seront démissionnaires? C'est pas
qui l'a dit. Mais une telle attitude, elle est méprisante. Elle est méprisante. Maintenant, le gouvernement vient dire qu'il va faire du dialogue. On se réjouit de faire le dialogue. Mais le dialogue a été toujours au PDCI. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que le mot dialogue existe. Donc, la première leçon, c'est que quand il y a une pression collective, les dictateurs cèdent. C'est ça. Il faut qu'on comprenne. Les enseignants ne disent pas. Ils disent, nous on veut 150 000 à 400 000 francs. C'est ce qu'ils proposent. Le principe dit que vous avez droit à une prime, mais le montant et les modalités, on peut en discuter. C'est ce que les anciens avaient demandé. On a dit pas question. Aujourd'hui, on revient à la même chose, dans des conditions plus difficiles. Vous avez vu ce qu'un de leurs leaders là, ils sont allés voir la ministre, ils vont aller manger, les gendarmes viennent les enlever. Ça, c'est la Gestapo. Et je vous apprends que nous tous on est menacés, il y a une liste. Les gens au PDCI sont menacés, donc j'en fais partie. Ça, je le dis officiellement. C'est quel pays ça? Donc, nous, on pense qu'il faut dialoguer et être... Pourquoi les enseignants sont si exigeants? C'est par rapport au train de vie de l'État. Ils sont dans les quartiers. Quand on dit, quelqu'un qui a dit sur une chaîne, l'enseignant commence à 300 000. 300 000 francs CFA dans Abidjan, enseignant. Tu vas loger où? Tu vas loger à Anyama pour venir enseigner à Koumassi ou au plateau. Est-ce que les gens mesurent les difficultés? Est-ce que les gens mesurent les difficultés? Tu ne peux pas faire aller-retour. Tu es obligé d'aller une fois dans la journée, s'occuper de la famille. Mais c'est invivable. Le président Thiam a dit la solution. Quand il viendra, les enfants seront ses enfants chéris. Et je dis aux enfants que je serai leur témoin auprès du président Thiam pour que leurs conditions soient meilleures que celles qui vivent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a des gens qui se lèvent et disent non, on n'a jamais rien eu dans la grève. Quoi dans ce pays-là? S'il y a un parti politique qui a souffert de grève des enseignants, c'est le PDCI avec le CINESI fort, le CINARES fort, avec les T Marcel, avec les Messou, avec ce... Mais on a tenu. Donc nous, on n'est pas étrangers à ça. Et l'expérience que nous avons vue du dialogue fait que si nous venons, ce sera plus facile. Donc, dans 5 mois, 6 mois, les enseignants auront des oreilles beaucoup plus ouvertes et des cœurs beaucoup plus apaisés et des considérations beaucoup plus favorables et ils auront des meilleures solutions et des meilleures situations. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça c'est la grève des enseignants. Après, d'ailleurs, je vous apprends aussi que les collectivités, le personnel de collectivités territoriales, les maires sont là, aussi menacent. De quoi il s'agit là-bas? Moi, j'ai été président du conseil général, je sais de quoi il s'agit. C'est des collectivités qui ont leur budget, qui prévoient, conformément au truc, des lignes budgétaires. Apparemment, les lignes budgétaires ont été prévues, mais c'est la tutelle qui ne peut pas prendre les actes nécessaires pour qu'on puisse leur donner. Parce que l'argent de l'État, là, avant de sortir, ça doit être adossé à un acte. Les personnels des mairies et autres, là, des grands conseils Renault, il y avait une lettre, simple lettre signée du ministre Bogadougou en son temps, qui dit si tu es BPC, tu es payé tant, je ne sais pas si ça a évolué, quand tu es payé tant. C'est ça qui permettait en autre temps de payer les gens. Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte, c'est ce acte-là qu'ils attendent. Ils ont fait une première grève, on ne les a pas écoutés. Ils vont faire une deuxième. Là aussi, ils font comme s'ils n'entendent pas. Quand ça va sortir, là, on va dire que c'est l'opposition qui dit. C'est pas l'opposition, hein. Moi, je ne connais personne des mairies, hein. Voilà. Maintenant, les cas du RHDP, qui sont au RHDP, le convoi qui va venir. Mais il y a plein qui sont avec nous. Il y a plein qui sont avec nous. Mais vu leur stratégie, on a dit, maintenant on va s'en douce. Allez-y regarder dans notre fichier. C'est ça. Ils sont avec nous. Quand moi j'ai dit que il y a des cadres qui viennent nous voir pour dire on est avec vous là. Mais il y en a des RSP dedans. D'ailleurs quand j'avais dit ça ici, on m'a reproché. Et ils m'ont appelé pour dire tu as gâté notre affaire.
On n'exige pas ça pour faire un trophée. Mais nous, on sait. Il y a même ceux qui sont partis là, les transfuges là. Il y a certains même qui sont là, ils font chier, on ne va pas aller loin. Vous allez voir. Mais c'est tout ça là qui fait qu'il ne veut pas que le président Thiam soit candidat. Parce que s'il est candidat là, ils vont voir. Donc mon ami, sur ce point nous on est serein. Ils sont pleins. Ils ont dit ce qu'il vous faut. Ce n'est pas nos déclarations, c'est nos voix. Et vous aurez nos voix. Nous sommes en train de nous constituer en grande équipe. Et comme le scrutin est confidentiel, vous allez voir cela. Et Dieu merci, nous sommes en train de nous battre. Ils pensent qu'ils ont bouclé la liste électorale. Ils vont être surpris. Quand nous on dit qu'il faut communiquer bureau de vote par bureau de vote là, c'est à cause de ces gens-là. Moi j'étais dans la région, je vous ai parlé que je suis allé dans la région de Bentegla et autres. J'ai vu les Sénoufos, les autres qui étaient là-bas. Je dis, mais vous êtes ici, mais comment ça se passe politiquement? Il dit ici là, quand on veut voter là, il n'y a pas urne. On vient, les choses sont sur la table, tu votes là. Si tu ne veux pas voter là, on dit tu ne peux pas voter. Voyez-vous? Mais sinon, comment se fait-il que les gens disent que non, les morts ne votent pas? Mais dans une de mes déclarations, j'ai montré que les dernières élections de 2023, la moyenne de participation dans tout le sud de centre, c'est 43%. Mais dans le nord centre, ce sont 15% et 98%. J'ai les chiffres, je peux les ressortir. Dans un coin appartement, c'était 98%. Et j'ai même un bouquin pour dire le médicament qu'ils prennent là-bas qui me parle, nous donne aussi. Donc pourquoi les gens disent ça? Mais ça, on va contrôler. On va contrôler cette fois-ci. C'est ça qui fait peur. Donc, ceux qui vont venir là, il y a beaucoup qui sont déjà venus. Ils ont fait allégeance, mais ils ont dit chut, le vote, ce n'est pas une chanson, c'est pas la billonnaise qu'on chante tous les lundis. C'est aller mettre dedans tranquillement et puis on arrive. Maintenant, M. Camara a parlé du PENIA. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, la Côte d'Ivoire, pour mettre en place son programme quinquennal, c'est le programme quinquennaux, chaque 5 ans. Et chaque ministre sectoriel mettait en place un programme en lien avec le programme quinquennal national. Et le secteur agricole suivait ça. Quand au temps du président, comment on appelle le ministre Sangafo était arrivé, il y avait un programme régional après Maputo et choses pour dire que les États africains devraient apporter 10% de leur budget au secteur agricole. On a mis un programme par la CEDEAO et de l'Union africaine qu'on appelle le PRIA, le programme régional d'investissement agricole. Donc au niveau de chaque État, on doit faire un programme national d'investissement agricole. Voilà, PENIA, ça veut dire. Et on a fait un premier programme de 4 000 milliards, 5 000 milliards. Après, c'est passé à 12 000 milliards. Mais on s'est rendu compte qu'à la mise en œuvre du PENIA, l'État ivoirien devait apporter 60% de financement et les privés 40%. Mais en réalité, quand on a fait le premier bilan, c'est les privés qui avaient beaucoup plus investi. L'État n'investissait pas. Mais quel était le constat? Excusez-moi d'aller dans les détails. Quand vous pouvez prendre l'agriculture, je suis obligé d'aller dans les détails. Si vous voulez que quelqu'un vienne produire du riz chez vous, à Badika, ou quelque chose bien à Ndakoro, ou bien à Bonaouin, le gars, elle arrive, il a un bas-fond qui n'est pas aménagé. Ce n'est pas le privé qui va venir aménager, la terre ne lui appartient pas. Il veut mettre une petite décortiqueuse, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas lui qui va aller tirer l'électricité pour venir pour mettre la décortiqueuse. Il veut avoir accès là-bas, il n'y a pas de route. Ce n'est pas lui qui allait faire la route. Donc, on a dit avec le ministre Sangafo qu'il faut repenser le PENIA pour que les investissements de base soient réalisés par l'État. Comme ça, le privé vient, il l'utilise. Là, au moins, ça parle. Sinon, on ne peut pas faire un PENIA. C'est ainsi que l'idée, donc, de mettre ensemble certaines zones qui ont les mêmes problématiques pédoclimatiques, soit devenues les agropoles. Tu l'as entendu parler des agropoles dans des zones. D'ailleurs, le découpage, moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc, on a fait un premier agropole à Yamsoukro, en pilote.
financé par la BAD, c'était à 83 milliards de francs CFA. Et le deuxième agropole, ça devait être MAN. Mais après, on m'a dit que c'est parti ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était MAN parce que MAN déjà avait une stratégie par le projet BAD Ouest, qui avait déjà financé par le PDCI en son temps, qui avait déjà fait un certain nombre de choses. Donc, chaque grande zone, de par sa spécificité agroclimatique, devait avoir des plantes dynamiques, comme on appelle les plantes majeures. Par exemple, le nord, ce sera le coton, l'anacate et la mangue. Dans l'ouest, ce sera le riz, le bafou, etc. Dans le sud, ici, ce sera les plantes pérennes. Donc voilà l'idée de PENIA. Mais cette idée de réflexion, aujourd'hui, tous ceux qui ont conçu cette idée-là, je n'en vois pas au ministère de l'Agriculture, y compris le ministre lui-même. Donc ça patauge. Ça patauge. Un seul exemple. Le ministère de l'Agriculture, dans son programme, avait prévu qu'en 2023, 2024, il devait passer de 1% de semences améliorées distribuées aux producteurs à 5%. Semences améliorées, hein? 1%. Quand nous avons regardé le bilan, ils n'ont rien fait. Ils disent quoi? On n'a pas eu d'argent. On devait installer 40% des jeunes sortis de l'école. Elle les a tout le temps. En 2023, l'année de la jeunesse, bilan, 0 jeunes installés. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu d'argent. Et les 1 milliard par jour. Vous me posez la question de l'agriculture, mais ils vont dire que c'est toi, hein? Moi je parle. Hein? Voyez-vous, c'est un échec. La croissance de la production agricole est beaucoup plus liée à l'extension des plantations que la productivité. On a mis en place sous le PDCI RDA ce qu'on appelle le cacao Mercedes et le café émergent. Il fallait donc permettre à ce cacao d'être diffusé dans le milieu rural parce que ce cacao était capable de donner près de 2 tonnes à l'hectare. Alors que nos cacao traditionnels, c'est 450 kg à 500. Ça dit qu'on allait gagner en surface. Donc on va gagner, on va sauvegarder la nature et puis en productivité. À un moment donné, je ne sais pas pour quelle alchimie, ils ont dit on ne distribue plus ce cacao-là aux producteurs. Dans la stratégie, il faut savoir jongler entre l'offre, la demande et les prévisions et la stratégie. Et au moment où les changements climatiques sont arrivés, puisque les cacao traditionnels sont plus sensibles, avec les insectes, il y a eu les myrides là, il y a eu les insectes qui ont envahi avec le changement climatique une année. Voilà, nos cacao a chuté de 30%. Et au moment où l'offre mondiale a baissé et qu'on avait des possibilités, on n'a plus de cacao. En même temps, il y a une spéculation interne de certains acheteurs qui, eux, ont intérêt à ce que le prix soit bas ici pour qu'ils vendent cher là-bas et la différence augmente. Et ils ont des contrats comme ça. En novembre-décembre 2023, 2024 même, nos cacao qui se vendent par anticipation, des gens déjà avaient des contrats de vente. Et ces contrats de vente, on n'a pas pu les honorer. Ils ont dit, bon, comme on n'a pas honoré, vous allez nous donner en 2025-2024, mais au prix qu'on nous on a signé, nous on a déjà vendu ça à un prix bas, et ils vont aller vendre à un prix élevé. Donc les producteurs ne gagnent pas, c'est les spéculateurs là qui gagnent. Voyez-vous, c'est tout le problème. Et puis deuxièmement, dans un système de vente anticipée, il y a un certain nombre de facteurs. D'abord la prévision. Pour vendre, il faut savoir à peu près, avec un risque minimisé, combien tu vas produire. Sinon tu vends du vent. Tu vends du vent. Et voilà un vrai problème. Dans notre équipe là, il est là, on a des spécialistes. Tu sais la vente. C'est nous on a inventé la vente anticipée. Mais la vente anticipée, ça dit quand vous êtes sur un marché qui est en votre défaveur parce que vous êtes en sous-production, la vente anticipée est la meilleure. Mais quand vous êtes un marché que vous savez que dans 1 an, 2 ans, le prix ne va pas descendre, vous faites de la vente anticipée, c'est une erreur stratégique. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait et les paysans ont perdu. Voilà. Tout simplement. Ce qui
me fait mal, c'est qu'on a des frères là-bas qui sont des bons stratèges, mais on dirait que politiquement ils sont attachés, ils ne peuvent rien dire. Et la Côte d'Ivoire a perdu de l'argent. Les paysans ont perdu de l'argent. Les spéculateurs ont gagné l'argent. Voilà. Donc, aux dernières séries, bon, moi je pense que je vous ai répondu. Hein. Le PNIA, on va bien très bientôt, on va le réorienter et faire en sorte que ça soit. Parce que le PNIA, ce n'est pas seulement les plantes pérennes, hein, et les plantes alimentaires. Le riz, on va l'en parler. L'ADERI a demandé 400 milliards pour faire un programme. Tu sais le montant annuel du budget de PNIA, c'est 100 millions. Jusqu'à ce que la Banque mondiale vienne dire il faut travailler là, c'est comment. On veut les aider. On a fait un programme de semences. Je vous avais dit ça un jour ici, que j'avais fait moi-même le test des semences qu'ils ont achetées. Le taux de germination était autour de 35%. Ils n'ont pas pu montrer cette fiche-là, alors qu'il faut au minimum 85%. Ils sont allés acheter du paddy pour dire que c'est des semences. Conséquence, on n'a rien eu. Voilà. Ils ont même donné, je connais même l'entreprise qui a eu le contrat. Vous savez, dans l'agriculture du premier étage au 25e, quand 3 personnes se réunissent, moi, je suis au courant de quelque chose. En tout cas, c'est dit ça là-bas comme ça. Merci. On va aller.